Voilà, donc je vais dire un rapide petit mot. Donc, je suis Adrien Maillard, le directeur du 308 Maison de l'Architecture. Je voulais vous remercier d'être présent ce soir au 308. Et puis, bien évidemment, je voulais remercier Bordeaux Métropole et La Fabrique d'avoir choisi notre lieu pour représenter, devrais-je dire, leur exposition. Et puis également donc, saluer la dynamique qui s'est opérée autour de territoires de travail et autour de cet appel à intérêt. Cette dynamique qui a pris forme, notamment, je voulais remercier bien sûr Flore Lavigne, que je ne vois pas qui est là. Voilà, évidemment Jérôme Gauze à mes côtés, et puis Mégane Montfort, qui sont les principaux intervenants. J'imagine qu'il y a beaucoup de monde derrière ce projet, mais avec qui nous, on a travaillé plus directement. Et puis je voulais saluer la dynamique de ces dernières semaines, puisqu'on a eu beaucoup de visites commentées, voilà, sur invitation ou non. Et ça, c'est vrai que c'était très agréable aussi, parce que l'exposition, elle vit par elle-même, mais c'est toujours mieux d'en entendre parler et de pouvoir en discuter, voilà, dans des moments un peu spécifiques comme sont ces visites. Je ne vais pas prendre plus de temps. Je vais juste faire un petit clin d'œil au niveau de la scénographie de l'exposition, puisque la scénographie a été réalisée par les frères Dirks, qu'on connaît bien au 308 et à la Maison de l'Architecture. Et ça me permet de faire un parallèle, puisqu'on lance la deuxième édition du palmarès régional d'architecture en Nouvelle-Aquitaine, qui a été ouvert hier pour les inscriptions et qui se termineront le 22 février. Et c'était pour faire un petit clin d'œil, puisque ce sont les Dirks qui sont en charge également de la scénographie de l'exposition, puisque ce palmarès il donnera lieu à une remise des prix, une exposition, une soirée et puis des événements, bien sûr, visites, conférences, autour de notre belle production architecturale en Nouvelle-Aquitaine. Je vous souhaite une belle soirée à tous et je laisse Jérôme Gauze vous introduire les intervenants. Merci beaucoup. Merci pour cet accueil. Peut-être le plus simple, ce serait d'ailleurs que les intervenants se déplacent lentement mais sûrement vers les projecteurs. Moi, je suis bien caché derrière mon pupitre, c'est plutôt sympa. Alors, la banquette de mémoire est confortable, on peut s'installer comme on veut. Donc du coup, je vais commencer les présentations. Je remercie bien évidemment Carlo Tamanini de sa présence, qui est directeur du développement chez Nexity, qui a vécu aussi cet appel à manifestation d'intérêt. De plusieurs manières, et il pourra bien évidemment revenir dessus. Je voudrais présenter, c'est peut-être un peu présomptueux de ma part, donc Antoine Card, architecte. Alors je ne vais pas présenter un architecte dans la Maison de l'Architecture, ça devient trop, ça veut presque une tautologie, mais EO toute architecture. Présenter Sigrid Perelay, donc qui est également architecte et EO toute architecture, qui ont notamment travaillé sur Blanquefort en amont en fait, de la consultation, pour nous aider à rassembler un petit peu toutes nos idées et toutes les perspectives que l'on pouvait tracer. Et puis je voudrais remercier également Guillaume Hébert, architecte urbaniste, fondateur associé donc, d'une fabrique de la ville, qui nous accompagne sur plusieurs projets, dont l'appel à manifestation R. Et il pourra bien évidemment nous éclairer, vous éclairer, sur cet appel à manifestation d'intérêt, mais aussi sur d'autres, puisque son regard, justement, a croisé d'autres appels à manifestation d'intérêt, et il pourra, alors je ne sais pas si c'est faire un parangonnage, mais en tout cas nous dire éventuellement ce qu'il en tire. Quelques éléments en fait, d'introduction sur cette table ronde. D'abord, rappeler ce que c'est que la commande. Puisque je ne me suis pas présenté, Jérôme Gauze, la fabrique de Bordeaux Métropole. Et effectivement, j'avais en charge la mise en œuvre de la commande de Bordeaux Métropole sur finalement une question assez simple, et pourtant qu'on croise de plus... évidemment, forcément, j'ai oublié de présenter Charlotte Sorin, puisque je parle de la métropole, et donc pour moi, elle est déjà présentée. Je remercie bien évidemment la présence de Charlotte Sorin, directrice générale adjointe en charge du développement de Bordeaux Métropole, qui est notre commanditaire en fait. Donc c'est vraiment un lapsus extrêmement révélateur. J'irai faire pénitence.
Si je reviens sur la commande, chère Charlotte, hein, cette commande, finalement, puisqu'on la partage, c'est comment trouver, comment produire des locaux d'activité pour les PME, PMI, pas cher, bien fait, et ayant un maximum d'usage, positionnés sur des territoires en développement, où effectivement, donc, si on regarde, et vous avez vu d'ailleurs sans doute entreaperçu sur la maquette que les DIRCS ont bien voulu réaliser, vous observez des territoires connus, reconnus, l'opération d'intérêt national, les opérations d'intérêt métropolitain, en charge effectivement de produire une économie à forte valeur ajoutée, et c'est évidemment tout ce qu'on leur souhaite. Parallèlement à ça, une autre économie, une économie plus présentielle, hein, donc où on voit des habitants qui vont venir consommer, qui vont venir participer finalement à la construction et la production de valeur sur de valeur économique, mais aussi de valeur sociale et morale sur ce territoire métropolitain. Une grande inconnue pour nous qui a émergé à l'issue de nos débats. Hein, vous avez cité tout le monde, mais je citerai aussi le travail acharné de l'équipe de Benoît, hein, qui se cache aussi à l'avant-dernier rang, mais on le connaît bien. Dans nos échanges et nos débats sur ce que c'est que cette économie finalement sur le territoire métropolitain, et à l'issue de travaux aussi de chercheurs qui nous ont particulièrement intéressés, on s'est aperçu qu'il existait cette espèce d'économie intermédiaire qui produit à la fois des services et de la matière pour les entreprises qui se développent sur ce territoire. Concrètement, l'agence d'experts comptables, l'agence d'architectes, les bureaux d'études, la petite PME plombier, menuiserie, etc., etc. Bref, toute une activité qui, de par ses services et sa production, participe à l'économie métropolitaine. Et là, bien évidemment, Charlotte Saurin saura décrire ça mieux que moi, tout ce qui se joue sur ce territoire. Ce qu'on observe aussi, et ce qu'on a observé depuis plusieurs années, c'est le déplacement, ou en tout cas la fuite vers les territoires non métropolitains de toutes ces activités, donc une forme d'éviction, pour des raisons à la fois simples et connues, et bien évidemment complexes à résoudre. Des locaux trop chers, soit à louer, soit à acheter, des locaux trop grands, bref, des locaux qui ne fonctionnent pas et qui ne répondaient pas aux besoins de ce territoire. L'appel à manifestation d'intérêt R, c'est cette ambition-là qu'il porte comme valeur, c'est-à-dire comment à un moment donné, avec toutes ces questions qui sont parfois contradictoires, qui se chevauchent, qui se juxtaposent, comment à un moment donné, en faisant appel à l'intelligence du territoire, des promoteurs, des investisseurs, des entrepreneurs, des architectes, des bureaux d'études, comment à un moment donné, on est en capacité de trouver des solutions pour cette activité extrêmement importante, les PME, PMI et les TPE. Je termine encore par quelques données, en fait, la présentation. Au départ, 11 sites qui faisaient à peu près 25 hectares hein, de foncier disponible, ou en tout cas disponible avec l'accord de propriétaires privés, donc du foncier public, soit détenu par Bordeaux Métropole, soit détenu par les communes, soit des propriétaires fonciers privés qui ont accepté de jouer le jeu et de rentrer dans cette espèce de dynamique qu'on a souhaité mettre en place. À l'arrivée, donc, 7 sites pour une production d'environ 50 000 m² de SDP et des futures réalisations qu'on sera à même de juger, de vérifier par rapport à nos ambitions si effectivement elles y ont répondu à l'horizon 2021-2022. Cette table ronde, on a voulu en fait la proposer pour justement commencer à réfléchir avec le peu de recul hein, que l'on a en fait sur notre appel à manifestation d'intérêt, mais il n'empêche, il y a eu beaucoup d'énergie, beaucoup de réflexion, beaucoup de matière, et il nous semble important à un moment donné de pouvoir échanger entre nous avec quelques acteurs qui ont réfléchi et qui ont trouvé des solutions ou qui ont pu faire émerger d'autres questions, et puis la salle, vous, puisque à un moment donné, on a effectivement encore beaucoup d'interrogations sur ce projet. On n'a pas répondu à l'ensemble de nos questions, mais il n'empêche, ça nous paraît important de faire un retour avec les concepteurs. L'idée de l'exposition, c'est bien sûr de présenter les projets lauréats, mais aussi de présenter tous les projets
qui ont travaillé, qui ont été présentés dans le cadre de la deuxième phase, puisque c'est là encore une énergie et des idées extrêmement importantes et intéressantes. À la fin, vous le savez, vous êtes pour la plupart architectes, donc à la fin, il y a une équipe qui gagne, il y a un lauréat, mais il n'empêche, toutes ces idées, tout ce travail, il ne faut pas le laisser bien évidemment en plan, il faut continuer à le faire fructifier, puisque notre question n'est manifestement pas épuisée. J'ai été très long, mais je vais tout de suite poser la question peut-être à vous, en fait, Monsieur Tamanini. Nexity, on vous connaît, on vous reconnaît, on vous connaît beaucoup sur le logement. Qu'est-ce qui fait, à un moment donné, que Nexity décide de répondre à ce type d'appel à manifestation d'intérêt? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous engagez en fait l'entreprise pour venir répondre à des objets pas complètement définis, avec des sites avec plus ou moins de valeur? En tout cas, c'est ce qu'on a cru comprendre. Et beaucoup d'énergie, beaucoup d'ingénierie. D'abord, juste pour raconter un peu l'histoire de ce concours, de cet appel à manifestation d'intérêt, la première chose qu'on a mis en place dans l'équipe, alors on avait fait un galop d'essai sur un site qui s'appelle... qui était à Blanquefort, hein, donc on avait pu constituer un noyau, une équipe, et d'abord la motivation, c'est un peu, voilà, parfois il faut sortir un peu des sentiers battus, mais c'était le plaisir. Voilà. On a répondu à cet appel d'offres par plaisir, parce que c'était un exercice qu'on n'avait jamais fait, et un exercice dans lequel on se disait, bon, on ne sait pas tellement où on va aller, je ne sais pas tellement quel est le résultat qu'on va obtenir. Est-ce qu'on va intéresser les commanditaires, donc la FAB, la métropole, mais c'était d'abord le plaisir pour une fois, d'être au service de quelque chose, au service d'une idée, et au service d'entreprises que finalement, nous promoteurs, on a relativement du mal à satisfaire. On s'occupe très bien effectivement de faire du logement, donc on s'occupe de nos clients particuliers. On s'occupe très bien de faire des bureaux, parce que c'est en général, ce sont des locaux à valeur ajoutée dans lesquels on peut s'exprimer. Mais rarement on s'occupe de l'artisanat ou d'entreprises industrielles, ou en tout cas d'entreprises de moyenne ou petite taille. Pourtant, quand on regarde les chiffres, c'est impressionnant. On a à peu près 2 fois plus d'entreprises, voire 3 fois plus d'entreprises qui sont de petite taille, de type taille artisanale, avec beaucoup d'idées, et de plus en plus d'idées, beaucoup plus d'innovations qu'on en trouve, nous, quand on fait des opérations pour des grandes entreprises à qui on fabrique des bureaux. Voilà. Donc, l'intérêt, c'était vraiment de pouvoir proposer quelque chose, et le côté inédit de cette manifestation, appel à manifestation d'intérêt, c'est que pour une fois, on centrait l'objectif sur le client. Et après le plaisir, c'est ça la deuxième motivation, c'était qu'on avait un projet pour un client. Le client, c'est une petite entreprise, quelqu'un qui a besoin de réaliser... fabriquer quelque chose. Et c'est quelqu'un qu'on n'avait pas l'habitude de rencontrer dans nos pérégrinations de tous les jours. Donc voilà pour répondre en quelques mots. Alors après, si je monte dans une sphère, c'est vrai que chez Nexity, on a de plus en plus on va dire la préoccupation de savoir à quoi sert notre entreprise dans la société. Donc on veut apporter notre pierre à l'édifice. Aujourd'hui, on existe parce qu'on est référencé comme un acteur de l'immobilier. Demain, on existera parce qu'on a un rôle dans la société. Et ça, c'est très important. Et s'occuper justement d'entreprises artisanales, c'est un rôle important. Voilà les 3 points, les 3 pourquoi. Ça y est, j'ai retrouvé une voix. Et pour peut-être prolonger un petit peu cette question, Charlotte Saurin, en fait, cet appel à manifestation d'intérêt,
Est-ce que finalement il a répondu en partie ou pas à un certain nombre de questions et un peu quelles sont les questions finalement de la métropole à la fois sur ce territoire et sur ce développement économique qui a pu être effectivement détecté comme un gisement intéressant. Alors effectivement, oui, je pense que c'est OK. Avant de rentrer dans le retour d'expérience qu'on va partager, peut-être revenir sur la genèse de cet appel à manifestation d'intérêt. Il est sur trois dimensions. Il a une première dimension qui est une ambition forte. Il s'appuie sur une ambition sur laquelle je vais revenir rapidement, mais il s'appuie aussi sur un constat et sur une exigence. Alors l'ambition, c'est une ambition politique très, très précise, une feuille de route économique qui s'est établie fin 2016, c'est-à-dire 6 mois avant le lancement de l'appel à manifestation. Donc c'est un peu la colonne vertébrale de l'action économique de la métropole pendant tout le mandat. On a dans tous les cas un objectif clair qui est la création de 100 000 emplois à horizon 2030. Alors quand on le dit comme ça paraît assez vague ou à la fois trop précis et trop vague. On est en gros sur un rythme de création et une ambition de création de 7 500 emplois nets salariés par an sur le territoire métropolitain. Alors c'est à mettre en regard avec 10 000 nouveaux habitants chaque année sur la métropole. Donc cette feuille de route, elle est là pour renforcer une attractivité économique en parallèle d'une attractivité démographique qui, vous le savez tous, fait qu'on pousse les murs aujourd'hui sur cette métropole. Donc ça, c'est cette ambition partagée pour faire en sorte de créer les conditions les plus favorables possible sur le territoire pour que les entreprises se développent. C'est d'ailleurs l'axe 1 de cette feuille de route économique, c'est accompagner la croissance des entreprises sur le territoire. Et évidemment, le foncier et l'immobilier sont un levier très important, mais il y en a d'autres. Accompagner également l'innovation, accompagner la mise en relation sur le territoire. Donc tout ça, c'est les grandes composantes de la feuille de route sont précisées dans ce document, mais on ne va pas aller tellement plus loin aujourd'hui. En tout cas, cette ambition, elle est forte. Elle s'appuie sur un constat. Jérôme, tu en as un tout petit peu parlé, Monsieur Nexité également. L'essentiel du tissu économique d'un territoire, quoi qu'on en pense, et même si on ne le voit pas assez, c'est les TPE-PME sur des très petites et moyennes entreprises. Sur la métropole, 96% des entreprises sont des entreprises de moins de 20 salariés. Donc, quantitativement, elles sont très nombreuses. Évidemment, en termes d'emploi, c'est moins fort, mais c'est quand même c'est pratiquement la totalité de notre tissu. Les grands comptes ne sont que quelques-uns sur ce territoire qui a la particularité d'être très, très axé sur un tissu de toutes petites entreprises. Donc, comment on s'adresse à elles ? C'est aussi ça aussi l'un des éléments de la genèse de cet appel à projet. Et enfin, l'exigence, c'était une exigence d'équilibre. On a naturellement des polarités économiques qui se développent autour de la gare de la LGV avec l'opération d'intérêt national Euratlantique, qui est un attracteur extrêmement fort. On a évidemment quelque chose qui se développe de manière très active. Je parle sous couvert de ma collègue Camille Uri qui se développe autour de l'aéroport avec l'opération d'intérêt métropolitain Aéroparc. On a une deuxième opération d'intérêt métropolitain autour du pôle universitaire et de l'hôpital, donc l'OIM Innocampus. Donc on a 3 polarités assez naturelles qui captent beaucoup de projets. L'idée était par ce biais-là d'un appel à manifestation de rééquilibrer le développement et l'offre immobilière et foncière à l'attention des toutes petites entreprises en dehors de ces grandes polarités. Donc on a des sites qui, pour le coup, sont beaucoup plus disséminés sur le territoire et c'était aussi l'un des éléments clés de la genèse de ce dispositif. Voilà, pour faire très court, on reviendra tout à l'heure peut-être sur la dimension de l'innovation et la façon dont on a injecté de l'innovation aux différentes étapes du projet, parce que ça, c'est, je pense, aussi un vrai sujet, une vraie attente qu'on avait dès le départ. Mais ça, on en reparlera tout à l'heure. Cyril et Antoine, donc je ne sais pas comment vous répartirez les rôles. Vous avez travaillé sur la programmation ou la pré-programmation, en tout cas l'émergence un petit peu des idées sur Blanquefort, alors qu'on appelait au départ Blanquefort Ecopark, et puis l'opération qui sort s'appelle Blanquefort du Vert, mais ça a du sens en fait
d'expliquer comment on passe de l'un à l'autre. Vous évoquez souvent en fait la question de la frugalité. Cette question de la frugalité, on peut l'entendre d'abord comme trouver une économie en fait immobilière permettant à un moment donné d'apporter des réponses économiques au tissu de PME-PMI, mais vous allez bien au-delà en fait de cette question de frugalité dans vos réflexions. Est-ce que vous pouvez développer un peu cette idée-là et qu'est-ce que vous y mettez dedans au travers notamment de toutes les réflexions que vous avez pu porter sur l'opération de Blanquefort? L'opération de Blanquefort, donc c'est sur le site des usines Ford. C'est un site qui est assez étonnant. C'est une espèce de grande savane sur laquelle il y a 2 monuments comme ça industriels, ce qui n'est pas forcément commun dans la métropole, 2 monuments jaunes qui sont au milieu donc de cette savane, de cette prairie qui est fauchée. Et donc quand on nous a demandé de réfléchir à de nouveaux locaux de travail pour des PME-PMI, donc comme le rappelait Madame, des petites entités, c'était assez frappant de constater le contraste qu'il pouvait y avoir entre ces 2 monuments et puis le nord de la rue du Ver, qui, elle, était plutôt un tissu justement de PME-PMI, qui était complètement fragmenté. Et nous, c'est vrai qu'on s'est dit que finalement, ces PME ne devaient pas avancer en ordre dispersé. C'est-à-dire qu'il devait y avoir un regroupement de ces PME pour arriver justement à, non pas faire concurrence à Ford, on ne va pas aller jusque-là, mais au moins pour arriver à avoir une ambition collective. Nous, on a travaillé pendant très longtemps aux Terre-Neuve, à une époque où c'était une zone militaire qui était un peu en déshérence. On était 4 entreprises sur 4 hectares, donc on ne gênait pas trop. Et en fait, ce qui était assez intéressant, c'est que pendant toute la jeunesse du projet auquel on a assisté et pas participé, il y a quand même un grand mouvement collectif, justement. Et donc, on s'est dit que ce n'est pas parce qu'on est des PME-PMI qu'on doit forcément être dans un petit foncier, un petit bâtiment, une espèce de gloire individuelle, mais qu'on pouvait tout à fait imaginer de regrouper ces entités individuelles en quelque sorte à la gloire du collectif. On a pris une métaphore footballistique, dont ce n'est pas vraiment notre spécialité, mais c'est l'idée de dire que le Brésilien, il va dribbler, il a beaucoup de talent pour dribbler et pour avoir un jeu tout à fait talentueux, alors qu'à la fin, c'est l'Allemand qui gagne en étant structuré, quoi. Voilà. Et donc, on s'est dit, finalement, pourquoi ne pas imaginer des halles de grands bâtiments qui permettraient à la fois, justement, d'avoir cette notion de collectif spatialement, mais qui permettrait aussi, et là je rejoins l'idée de la frugalité, d'éviter cet émiettement de petits monuments et au contraire de regrouper ça dans une seule et même enveloppe bioclimatique, donc à faire, et aussi d'avoir une certaine continuité avec le paysage, c'est-à-dire ce grand espace sur lequel sont posés ces deux monuments. C'est en fait des monuments à la gloire collective. On doit avoir un côté un peu collectif. Merci pour cet éclairage. Guillaume Hébert, donc, moi j'ai précisé, donc, vous avez trempé dans un certain nombre d'appels à manifestation d'intérêt. De votre expérience, en quoi finalement cette AMI permet ou pas de répondre aux objectifs qui ont été rapidement esquissés entre une réponse au client, à l'entrepreneur et une vision méta de développement économique où ces pièces, comme un puzzle, viendraient s'enchasser dans le développement du territoire? Alors effectivement, on travaille sur différents appels à projets. R, c'est assez singulier puisque c'est la question du développement économique et en général, dans les appels à projets, c'est ce qui marche le moins auprès des opérateurs. On a travaillé sur Inventer Paris, sur Inventons la métropole, sur d'autres appels à projets. Et finalement, c'est les sites où on a le plus de mal à avoir des opérateurs intéressés. Et on voit effectivement que sur R, ça a plutôt bien fonctionné, puisqu'en moyenne, il y a eu des chiffres très honorables, puisqu'il y avait 7 dossiers en moyenne par site, même s'il y avait des inégalités selon les sites. Donc ça, c'est un autre point sur lequel je reviendrai. Mais je pense que l'appel à projet a bien fonctionné. Et pour certains opérateurs qui ne se sont pas forcément intéressés à ce type de sujet,
l'effet de masse, tu évoquais 11 sites, même s'il y a eu que 7 lauréats, a posé question et a été incitatif à répondre. Et je pense que les promoteurs en général, quand ils répondent à ce type de consultation, ils se reposent aussi un peu des questions sur quelle équipe il faut faire, comment constituer une équipe, quels acteurs il faut mobiliser. Et l'appel à projet R a un peu incité ça, aussi en proposant des temps d'échange avec des acteurs de l'innovation et notamment les startups, dans le cadre du temps qui était donné à l'appel à projet. Après, ce qui est très spécifique à R, c'est cette thématique développement économique. C'est rare de centrer un appel à projet sur une thématique aussi forte et quelque part aussi complexe pour laquelle avoir des réponses. Donc, malgré tout, la production quotidienne de ces locaux d'activité économique, elle est quand même plutôt médiocre au niveau architectural en général, puisque ce n'est pas vraiment le centre des préoccupations des gens qui prennent ces locaux d'activité. Donc, essayer de tourner cette préoccupation et sous l'angle de l'insertion urbaine, tout à l'heure ça a été évoqué par rapport au site de Blanquefort, mais aussi sur quelle offre architecturale ça crée et quels nouveaux espaces ça permet de donner pour travailler, c'est un élément que l'appel à projet a certainement suscité. Alors, ce n'est pas forcément que l'appel à projet, puisque le site de Blanquefort était un peu anticipé par rapport à cet effet de masse, mais on voit bien que ça sollicite auprès des opérateurs un certain nombre d'envies et quelque part, ça re-questionne la manière de répondre, puisque les critères se complexifient. La charge foncière et le montant de la charge foncière n'est pas que le seul critère. Il y a des critères d'innovation, il y a des critères de qualité de la programmation qui sont proposés. Ça mobilise aussi des nouveaux acteurs qui ne sont pas d'habitude autour de la table dans les réflexions sur la fabrique de la ville ou sur même la réflexion architecturale. Et ça a pu effectivement impliquer ou donner quelques réponses sur les thèmes d'innovation. Alors après, je pense qu'il faut aussi avoir en tête que c'est pas forcément réplicable, parce que c'est lié à une thématique qui a été évoquée, propre à l'agglomération, et qui est liée aussi à cette croissance démographique et ce dynamisme de la métropole bordelaise. On travaille dans le bassin minier, on ne va pas faire d'appel à projet multisite dans les prochaines années. Quand on arrive à avoir 2-3 équipes motivées, c'est pas le thème de l'innovation qui est central, c'est la capacité vraiment à faire les projets qui finalement nous guident dans les choix qu'on retient. Et puis peut-être une autre particularité, c'est souvent ces appels à projets sont lancés par des collectivités, et parfois elles sont lancées par des collectivités sans qu'elles se soient préoccupées de comment les projets allaient être suivis. Et je pense que pour le coup, le fait que ce soit un outil ad hoc qui ait ce rôle-là, c'est quand même une singularité dans l'appel à projet. Enfin, on accompagne la métropole du Grand Paris, qui est finalement une métropole naissante. Ils sont 50 à la métropole du Grand Paris. Et ils n'ont aucun rôle de suivi des appels, des projets qui ont été engagés. Donc, quelque part, cette promesse qui a été faite au moment de choisir un projet avec une offre qui était pertinente, avec des innovations, avec une qualité, le suivi se détricote un peu dans le temps. Donc, voilà, donc c'est un peu ça la singularité qui pour moi réside dans R. Et du coup, Monsieur Tamenini, en fait, comment donc des équipes complexes pour répondre à des sujets un petit peu différents, mais du coup, comment concrètement vous vous en sortez avec quand même cet objectif partagé par tous de trouver une adéquation entre le prix de sortie, que ce soit en location ou en cession, et puis le prix marché? En fait, la question qu'on s'est posée depuis le début de cet appel à manifestation d'intérêt, c'était comment agrandir le gâteau, quoi. Parce que c'est toute la question de quoi ont besoin les entreprises. Est-ce qu'elles ont besoin d'un prix au mètre carré? Est-ce qu'elles ont besoin de quelque chose qui va les aider dans leur business? Un accélérateur? Est-ce qu'elles ont besoin de services? Qu'est-ce qu'on peut leur proposer, nous, au-delà du simple savoir-faire de promoteurs qui, finalement, est assez simple, voire simpliste, quoi. La question
qu'on s'est posé aussi, c'est pourquoi on n'arrive jamais à... Tout à l'heure, vous parliez effectivement de ces mini-monuments. Pourquoi on n'arrive jamais à répondre à ce type d'entreprise, à ce type de marché immobilier parce que on n'est pas concurrentiel, on ne répond pas à la bonne question, etc. Donc, pour sortir du cadre, pour proposer quelque chose d'intéressant, il fallait un gâteau plus grand. Et c'est là, finalement, où on trouve des choses intéressantes, parce que si on sort de l'immobilier et on se rapproche de ce qu'est une entreprise, et surtout une petite entreprise, c'est-à-dire une entreprise qui a plein de problèmes. Quand on les rencontre, aujourd'hui, on a intensifié ce genre de relations, donc maintenant on les connaît un peu mieux, grâce à AR. Ces entreprises qui souffrent de l'immobilier, qui n'ont pas les locaux adaptés parce que ils commencent petits, c'est très vite trop petit, du coup il faut rechercher autre chose, etc. De fil en aiguille, et quand on regarde, tout ça, ça coûte cher. Déménager, voilà, il y a dans le concours R, on a fait la connaissance d'un voisin sur qui a gagné le concours du terrain d'en face, qui est un entrepreneur. Il m'explique, mais monsieur, en 10 ans, j'ai déménagé 5 fois. Et c'est le prototype de l'entreprise. Et on ne peut pas imaginer que des entreprises comme ça sont heureuses dans un immobilier qui les freine, qui subissent. Donc l'idée, c'était de dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut amener à ces entreprises d'intéressant plutôt qu'un prix au mètre carré. Parce que le prix au mètre carré, moi je suis très à l'aise avec ça, on n'aura jamais le moins cher. Parce qu'on fait appel à des architectes talentueux, on met de l'ingénierie, on met des innovations techniques. Enfin, nos immeubles sont quand même à valeur ajoutée. On ne va pas être les moins chers du quartier. Surtout quand on se bat avec des gens qui font des petits plots. Allez, je vais être un petit peu provocateur, mais enfin, c'est 4 tôles et un toit. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec ça? Donc, on est quand même très limité dans l'expression, à moins qu'on trouve un mode constructif révolutionnaire qui... Bon, ça se saurait. Et puis, ce n'est pas le promoteur qui va le trouver, c'est plutôt le constructeur. Donc, c'était une impasse. Donc, l'idée, c'était d'amener aux entreprises autre chose que de l'immobilier et un service, c'est-à-dire assouplir nos contrats. Je pense que les contrats, les beaux classiques, 369 ou autres, petit à petit, vont laisser la place à un autre type d'usage, enfin un autre type de propriété immobilière. On va plus se rapprocher de l'usage. On parle beaucoup de coworking aujourd'hui. On parle de plein de mots comme ça qui sont très intéressants. Et surtout, l'entreprise, ce dont elle a besoin, surtout ce type d'entreprise, c'est de souplesse. Et c'est qu'on vienne leur proposer des services qui, quelque part, diminuent le besoin immobilier. Je prends un exemple. Si on prend un immeuble de bureau, ce pas, on l'a déjà franchi. C'est-à-dire qu'on mutualise énormément de surface. Aujourd'hui, on sait mutualiser des salles de réunion avec plusieurs entreprises, on sait mutualiser des espaces de détente, on sait mutualiser le parking, etc. Enfin bon, plein de choses. Ce qu'on ne sait pas du tout faire, ce qu'on a rarement fait en immobilier d'activité. Donc déjà, s'occuper de tout ce qu'on peut mutualiser, tout ce qu'on peut réduire, c'est forcément moins cher à l'arrivée. Donc c'est quelque chose, c'est un gain pour l'entreprise parce qu'elle va utiliser le local avec d'autres collègues. Et donc ils vont partager les coûts de ces supports-là. L'exemple que je voulais prendre, c'était la logistique. Chaque entreprise productive a besoin de rentrer de la marchandise et de sortir un produit fini. Eh bien, plutôt que leur louer un bout d'entrepôt qui vont peut-être utiliser quelques mois par an, quelques semaines par an, voilà, et dimensionner suivant un pic d'activité qui est le plus fort, parce que sinon c'est trop petit, eh bien, on va proposer un service logistique, c'est-à-dire qu'on va s'occuper de la logistique des entreprises. On va mettre un logisticien dans l'immeuble et qui va gérer, non pas des mètres carrés, mais va gérer du kilo, de la tonne jour, enfin voilà. Donc il va facturer nos clients exactement de ce dont ils ont besoin. Et ça, ce type de réflexion, on peut le multiplier pratiquement à l'infini. Tant qu'on ne s'occupe pas du cœur de métier de l'entreprise, c'est-à-dire du labo,
du savoir-faire, de ce que fait l'entreprise, son talent, mais on s'occupe de tout ce qui est autour. Et bien quelque part, voilà, c'est là où on peut agrandir ce gâteau et offrir des services qui vont compléter l'offre immobilière et l'enrichir de cette valeur ajoutée dont les entreprises ont cruellement besoin. Il y a un exemple relativement simple, hein, c'est la pépinière d'entreprise. Hein. C'est quelque chose que les entreprises plébiscitent. Alors on les met dans cet incubateur, elles naissent, elles grandissent. Et quand elles fonctionnent, on leur dit maintenant il faut partir parce qu'il faut laisser la place au nouveau. Drame, parce que là, l'écosystème s'effondre. Et ces entreprises ont besoin d'un écosystème. Elles sont nées dans cet écosystème et il faut qu'elles le gardent. Voilà, l'idée génératrice, elle est là. Et du coup, notre projet, on ne le compare plus avec un prix au mètre carré, mais c'est quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus complexe. Et je pense que la compétitivité de notre offre va être exactement sur cette dimension-là. C'est-à-dire qu'on va proposer autre chose et être compétitif par cette offre complète. Quand on est 5 petites entreprises à faire appel à un prestataire, on va payer un prix qui sera toujours plus cher que si les 5 se réunissent avec le même prestataire. Et cette idée, elle est fondamentale. Voilà pour répondre un petit peu enfin, pour ne pas répondre plutôt à cette question du prix de l'immobilier. Mais je vais m'accrocher sur cette question du prix. Peut-être revenir vers Sigrid et Antoine en fait, sur ce qu'on entend, donc mutualiser, mettre ensemble. Ça résonne assez fort avec finalement cette question de halles hein, et de halles généreuses, ce que vous avez appelé sur Blanfort. Mais vous, en tant qu'architecte, est-ce qu'on ne peut pas s'interroger sur le modèle ? On a eu un modèle des docks hein, du 19e qui a été produit dans tous les grands ports et qui a été d'une efficacité redoutable pour justement entreposer, traiter les matières. Finalement, la halle, c'est le modèle du 21e. C'est un modèle ? Oui, c'en est un et c'en est un aussi à cet endroit-là, à Blanfort, parce que pour le coup, ce qui est important aussi quand on parle d'activité, c'est de parler d'un lieu. Enfin, c'est souvent des choses qui sont jamais racontées. On parle d'un outil de production, mais on ne parle pas finalement de l'endroit dans lequel ça se passe. Donc c'est vrai qu'à Blanfort, comme le disait Antoine, par rapport à ces 2 monuments, voilà, il y avait cette stratégie de se regrouper, finalement de passer du lotissement d'activités au collectif, peut-être aussi parce qu'on travaille pas mal sur le logement. Et l'idée aussi, évidemment, d'une économie là-dedans, mais aussi, surtout, de se dire que... on avait commencé, je me souviens, ce travail en se disant, mais si on rêvait d'une zone industrielle, ça voulait dire que finalement, ces endroits-là, c'est d'abord des lieux de vie, ce que vous disiez quand vous parliez de ce gâteau, de cette idée de s'élargir, de se dire, on va aller au-delà, parce que finalement, les gens travaillent, mais pas que, puis ça dit bien d'autres choses. Le propos de la halle, c'était ça, c'était de se dire, voilà, c'est un lieu de vie, et finalement, c'est la ville, quoi, c'est un morceau de ville. Et si on reconsidère finalement ces lieux comme ça veut dire qu'après aussi, on peut y appliquer toutes sortes de stratégies. Alors, je me suis un peu perdue, vous me parliez d'économie ? De modèle. De modèle. Alors, le modèle, oui, à cet endroit-là, c'en était un. Selon nous, c'est pas le modèle, dans le sens où, justement, si on croise ça avec les opportunités qu'on peut avoir sur les lieux dans lesquels on va travailler, on peut penser que différentes choses pourraient se développer. Donc, à cet endroit-là, ça pouvait en être un. Et en tout cas, c'était évidemment l'idée que voilà, ce regroupement permettait aux entreprises voilà, de raconter une nouvelle histoire qui était celle d'un collectif, d'un bien commun et d'un lieu de vie. Je parlais de modèle parce que quand on regarde en fait l'exposition, on voit plusieurs systèmes de halles en fait, hein, qui sont traités de manière différente, mais on a effectivement cette expression en fait, hein, au travers du regroupement. Je pense que vous-même produisez une forme de halle en fait, hein, sur Côte de Garonne.
Mais pour compléter ce que dit Sigrid, c'est vrai que ce qui est assez drôle, c'est que quand vous évoquez les docks, cette histoire de Halle, au départ, l'idée aussi était de dire on ne sait pas les métiers qu'on va avoir dans 20 ans. Or, on ne construit pas un bâtiment pour 20 ans, a priori. Donc ça veut dire qu'il faut anticiper la réhabilitation, quoi. Et en fait, on est parti sur l'idée qu'il fallait construire un bâtiment qu'on allait réhabiliter. Et effectivement, on est parti d'un dock, d'un bâtiment qui s'appelle RDM à Rotterdam, qui est un ancien entrepôt de stockage, dans lequel ils ont recréé tout un environnement d'activité. Ça va de l'enseignement jusqu'à des ateliers, il y a des bibliothèques, il y a tout un tas de trucs. Et la spécificité en plus de ce programme, c'est qu'il est public, c'est-à-dire qu'il est dans la ville. Vous pouvez rentrer dedans et circuler librement, comme dans une rue. Et ça, par contre, ça a résonné avec l'idée que si on ne sait pas quel type de travail on va avoir dans 20, 30 ans, 40 ans, ce qu'on peut déterminer néanmoins, c'est que le travail est de plus en plus perméable. C'est-à-dire qu'on est plus dans la coopération que dans la compétition. Du moins, c'est quelque chose qui tend à apparaître. On le voit, monsieur citait le coworking, bon, c'est un exemple, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, on se regroupe autour d'un thème, et puis, même si on est des concurrents, on va coopérer sur ce thème-là. Et donc, ça veut dire qu'il faut de l'échange, ça veut dire qu'il faut des espaces gris, il faut des espaces en plus, des espaces qui sont généreux, justement. Et ça veut dire aussi qu'on est proche d'un fonctionnement urbain, c'est-à-dire où il faut justement que les gens puissent se croiser, et que l'extérieur puisse aller à l'intérieur. Donc, ce n'est pas forcément l'idée d'un modèle, dans le sens spatial du terme. Par contre, c'est une manière, je pense, d'appréhender un programme, oui. Merci pour les clarifications. Charlotte, donc on a entendu les expressions, les besoins des entreprises vus par le promoteur, complétés par les concepteurs, les architectes. Qu'est-ce qu'entend, elle, la métropole, finalement, avec ses nombreux contacts avec les entreprises? Est-ce qu'on arrive aujourd'hui à caractériser, à mieux caractériser, et est-ce qu'il y a encore des pans entiers à aller chercher sur les besoins, finalement, qui peuvent remonter au niveau des besoins d'entreprise? Alors, sur les très petites et moyennes entreprises dont on parle ce soir, puisque c'est à elles que s'adresse cet appel à manifestation d'intérêt, oui, effectivement, il y a déjà à l'échelle macro un besoin quantitatif. On est en sous-offre chronique. La Chambre des métiers a mené à nos côtés une étude pour essayer de quantifier au maximum ces besoins. On est en train de l'affiner puisqu'on travaille actuellement dans le cadre toujours de cette feuille de route économique au schéma d'accueil des entreprises. On a un volet immobilier foncier qui est là justement pour essayer de modéliser le besoin à court, moyen terme des entreprises sur les territoires et tout particulièrement des TPE, PME qui, on l'a vu, sont assez démunies pour travailler sur ce parcours résidentiel qui fait que très vite elles sont trop petites ou pas assez proches de leur marché. Donc ce schéma d'accueil des entreprises sur lequel on travaille, il a pour vocation d'ici mi-2019 de clarifier ses besoins cette demande et en parallèle de mettre à jour des offres qui pourraient répondre à ces besoins et de les phaser dans le temps pour éviter de noyer par une suroffre le marché. Donc ça, c'est la vision macro. Si on est sur une vision micro, finalement, les TPE, PME, de quoi elles ont besoin, on l'a dit, on l'a un tout petit peu évoqué avec M. Hébert, elles ont aussi besoin de locaux à la fois fonctionnels mais aussi un peu sympas et pas que des boîtes de conserve comme on a vu trop souvent fleurir. Donc ça, je pense que ce besoin quali, il existe, c'est sûr. Mais elles sont en attente d'innovation d'usage et c'est aussi pour ça qu'on a monté dans le cadre de cet appel à projet un rapprochement de start-up qui ont pitché devant une cinquantaine de start-up qui ont pitché devant les candidats à l'appel à projet, justement pour proposer des idées ou des innovations d'usage, donc des locaux de production en étage, du coworking, des choses de la logistique mutualisée, justement pour enrichir un peu l'offre, parce que ces besoins, l'entreprise a du mal à le formuler, mais quand on lui propose des solutions, elles sont particulièrement intéressées. Donc ce besoin, on a essayé de l'affiner le plus possible, donc comme je vous l'ai dit, notamment avec nos contacts au quotidien, même si c'est pas si facile, parce qu'en fait, c'est
C'est un public difficile à cerner. On estime qu'on ne capte que 10 à 15% des demandes de ces artisans, artisans et TPE, PME, parce qu'elles sont très diffuses et très difficiles à capter. Donc il y a toute une partie de ce marché qu'on ne connaît finalement pas si bien que ça. Donc je pense que c'est intéressant que chacun partage un peu la vision qu'il en a pour qu'on continue d'avancer. Et enfin, je conclurai par cette dernière phase du besoin. On va essayer de la consolider là en février prochain par une rencontre entre une centaine d'entreprises en recherche active avec les lauréats pour justement continuer d'affiner ce rapprochement entre l'offre et la demande, parce que la métropole en a une certaine vision, mais les mieux placés pour l'exprimer, ça reste toujours l'utilisateur, et c'est depuis le départ le point central de cet appel à manifestation, c'est de placer l'utilisateur au centre du projet et au centre de ce qui sera proposé. Voilà. Merci. Guillaume, deux questions en fait sur quel impact finalement ce dispositif a sur la programmation en clair. Comment prolonger la réflexion de Charlotte Sorin sur le dispositif qui à un moment donné intègre ou pas des éléments de programmation pour mieux répondre aux entreprises? Qu'est-ce que ça peut effectivement développer comme nouvelle approche éventuellement? Et puis une deuxième question, pour la fin, c'est pour le meilleur. Finalement, qu'est-ce qu'on attend dans un groupement, dans un AMI? Quel type, quelle composition, quelle compétence, on a entendu, il y a la notion de plaisir, moi j'ai bien retenu. Peut-être qu'il y en a d'autres aussi pour avancer sur cette question du groupement. Sur l'appel à manifestation d'intérêt, ça part du principe quand même qu'on ouvre les questions et on ouvre un dispositif un peu différent. Ça a été évoqué, il n'était pas attendu uniquement les promoteurs candidats, mais aussi des entreprises qui puissent se porter candidates sur des sites en fonction de leurs besoins et de leurs intérêts. Donc déjà, ça met un champ d'acteurs qui n'est pas forcément présent dans les métiers de l'aménagement ou qui a des facilités de contact avec des architectes pour faire des projets. Ça arrive, il y a quelques expériences de construction de projets industriels et de lieux d'activité intéressants, mais insérés d'un point de vue urbain, mais ce n'est pas forcément l'habitude. Ça met aussi les promoteurs dans un écosystème qui n'est pas le leur habituel. Donc c'est le cas de R, mais c'est le cas des appels à projets en général, puisque finalement des critères comme l'innovation qui sont assez subjectifs imposent de se dire voilà, on veut faire autrement, là on a ce critère d'appréciation. Concrètement, ça veut dire quoi pour nous? Donc finalement, l'organisation de l'appel à projet accompagne ce système. C'était le cas donc, avec Bordeaux Métropole et la FAB sur la question de la rencontre des acteurs. Et ça, c'est utile et c'est rare que ça continue après. Donc ça, c'est, je pense, une singularité aussi. C'est-à-dire qu'on, une fois que les lauréats sont retenus, souvent ça s'arrête là. Et puis, il y a une publication et c'est très bien. Et ça fait un ouvrage et on est content, on va dire. Donc là, le processus continue. Il n'est pas là que dans une volonté de communication. On a parlé tout à l'heure des mètres carrés. 50 000 mètres carrés, c'est pas rien sur ce type de produit. Ça ne va pas suffire à refondre complètement l'offre immobilière et son insertion architecturale dans le territoire et la trace qu'elle laisse. Mais n'empêche que c'est un pas pour montrer une démarche un peu différente. Alors sur la deuxième question, c'est un peu difficile. Peut-être sur la question de l'innovation, l'appel à projet R, pour aller plus loin. Après, c'est difficile parce que c'est à la fois répondre à un besoin qui est un produit qui n'est pas celui qui génère la plus grande valeur ajoutée et pousser la question de l'innovation. Donc ça veut dire qu'il faut quand même un peu réfléchir à comment faire des choses et des projets qui sont intéressants d'un point de vue architectural, qui donnent une réponse urbaine, pas que dans la géométrie, mais aussi dans la qualité des espaces de VRD qui sont autour de la construction qui est proposée dans leur optimisation et qui apportent des réponses un peu nouvelles en termes d'usage et en termes de qualité. Et peut-être le travers, c'est plutôt que de dire qu'est-ce qu'il faut dans les équipes pour être lauréat et qu'est-ce qui fait qu'on gagne. Le travers, c'est un peu de vouloir cocher toutes les cases. C'est-à-dire que de temps en temps,
il y a une espèce de magma de réflexion et finalement de ne pas concentrer la réflexion en matière d'innovation et de transformation sur un axe clair qui rend plus fort le projet proposé. Donc il y a un peu cette tendance à se dire tiens, on va être innovant sur les performances environnementales, on va être innovant sur les aspects structurels, on va être innovant sur la programmation, puis on ne sait plus vraiment en quoi c'est innovant et qu'est-ce que ça apporte et qui le porte dans l'équipe. Donc c'est finalement assez rare et souvent ça fait la différence de voir une équipe qui ensemble a apporté, on va dire, une lecture différente de ce type de produit. Et sur R, c'était assez... voilà, il y a eu des moments de présentation de projet où c'était très clair et la cohérence globale de l'équipe sur la conception du projet, qui cochait pas forcément toutes les cases de l'innovation, était suffisante, quoi, faisait la différence. Du coup, j'ai une question. Alors, elle est un peu compliquée parce qu'elle scie un peu la branche sur laquelle je suis assis, mais on est aussi un peu acrobate. Bon, tout ça, ok, mais bon, ça sert à quoi alors, concrètement, hein? À quoi ça sert tout ce qu'on est en train de faire? Et je vous la pose collectivement, bien sûr. Du coup, j'ai le micro, je le garde. Du coup, je pense que ça sert quand même à aborder ces questions. Enfin, on voit que la production laissée seule, elle n'est pas forcément génératrice d'une qualité forte. Donc, ça sert à susciter, je pense, un processus de fabrication un peu différent et peut-être plus vertueux en tout cas. Alors, il n'est pas parfait, mais en tout cas, il est plus vertueux sur les éléments de réponse qu'il apporte, sur les modes constructifs, sur les réflexions de l'impact écologique et environnemental des constructions qui sont proposées, que ce soit pour les questions énergétiques ou pour les questions de bilan carbone, puisqu'il y a eu beaucoup de réflexions sur des structures bois et sur le bilan carbone des constructions qui sont proposées. Donc voilà, je pense qu'il apporte un éclairage un peu différent. Et finalement, si on laissait les choses se faire au fil de l'eau, je ne suis pas sûr que cette production changerait tant que ça. Après, il faut être modeste par rapport à l'impact quantitatif. Mais bon, il faut bien commencer et chaque grain de sable est bon à prendre pour commencer à faire évoluer la mécanique. En 2 mots, moi, au regard de la qualité de ce qui a été proposé, qui est allé bien au-delà de nos rêves les plus fous, je pense que ça crée de la valeur, en fait, ces collectifs qui se montent à géométrie variable. Ce qui est au final difficile, c'est de faire un choix, parce qu'on a eu des candidatures de très très grande qualité, surtout sur les sites extrêmement disputés où on avait, c'était dans un mouchoir de poche, donc je dois dire qu'on a transpiré pour objectiver tout ça. Bon, donc on a fait du mieux qu'on a pu. Donc je pense que ça c'est important. Et puis ça contribue à changer le regard sur ce monde trop souvent oublié de ces toutes petites entreprises, de ces métiers artisanaux qui sont débordants d'énergie, qui sont des vrais viviers d'évolution et de croissance sur un territoire. Donc c'était aussi leur laisser une place de choix là où d'habitude on a les yeux qui brillent pour ceux qui font la une de la presse locale ou nationale. Donc c'était aussi une façon de leur rendre hommage dans leur proposant une réflexion dédiée. Je dirais que la variété des situations qui sont proposées dans cet appel à projet raconte bien qu'il y a à chaque fois des situations, des histoires, qu'on ne part pas de rien et qu'on se rend compte que, encore une fois, l'activité, c'est la ville et que c'est aussi des opportunités pour la ville que de se développer. Et que dans la mesure où Bordeaux Métropole est souvent propriétaire de ces terrains, ça permet aussi qu'entre le privé et le public se tissent aussi peut-être des situations et des opportunités de lieux de vie qui sont la ville et qui sont chouettes, quoi. Oui, je crois que tout a été dit, mais c'est vrai que, comme disait le monsieur, je crois que entendre parler à un promoteur de plaisir, déjà, ça suffit à justifier la consultation, je crois. Voilà. Effectivement, c'est une dimension négligeable. En fait, à quoi ça sert? Je pense ça sert à servir à quelque chose, en fait. C'est un peu pour une fois, on s'est posé la question,
quel est le rôle de notre action dans la ville, dans la vie, chez les gens, quoi, hein. Parce que on est souvent dans des boîtes fermées, dans des silos. Nous, on a un stéréotype, le logement, c'est ça, c'est les T1, T2, T3, machin, à tel endroit, etc. Enfin, on est aussi beaucoup dirigé par les PLU, par ce que veulent en tout cas ce qu'on pense que veulent les élus, parce que finalement, on imagine des choses des fois qui sont fausses. Mais pour une fois, faire en sorte que notre métier de promoteur serve à une cause plus grande que l'immobilier, ça c'est quelque chose d'énorme. Voilà. En tout cas, j'espère que l'exposition qui est juste à côté illustre et démontre effectivement tout ce que vous avez pu apporter comme témoignage. Charlotte Sorin, finalement, qu'est-ce que... On n'a pas épuisé la question. On n'a pas épuisé effectivement tout ce qu'on avait... Donc les yeux brillent, mais on n'a pas non plus épuisé tous les sujets qu'on a imaginés. Qu'est-ce que pourrait apporter une nouvelle édition de R ? Déjà capitaliser sur l'expérience acquise, parce que ça a été une grande aventure et un défrichage qu'on a conduit avec vous. On sait qu'on a des petits réglages à faire dans le fonctionnement, mais au global, on a quand même, on est parvenu à respecter un calendrier très court avec un niveau de qualité très, très satisfaisant. Donc je pense que ça, faut qu'on le conserve. Par contre, nos réflexions s'orientent plus dans cette deuxième version de l'appel à projet vers des thématiques de requalification. Refaire la ville sur la ville, c'est une vraie question. Quand on est dans une métropole qui pousse les murs et sur lequel on veut garder 50% d'espace naturel, parce que c'est ça qui fait la force aujourd'hui de la métropole, c'est d'avoir des espaces préservés. Donc il est évident qu'il faut qu'on soit très économe et frugaux dans la consommation de foncier. On sait qu'on a parfois des parties de territoire qui se désagrègent et qui perdent en attractivité. C'est ça le futur enjeu de R dans sa nouvelle version. Alors, ce n'est pas le plus simple. Partir d'une page blanche est toujours plus facile. En même temps, c'est aussi de là que naît la créativité, d'être dans des contextes un peu contraints. Donc, c'est un peu dans cette aventure-là qu'on a envie de repartir avec vous. Juste en complément, c'est vrai qu'on n'a pas vu non plus dans ce premier exercice R, donc des réflexions, en tout cas des propositions sur les processus de construction, permettant à un moment donné de gagner du temps, de gagner aussi en fait de la préservation environnementale. Et donc, on a pu voir en fait dans toutes ces propositions beaucoup de réflexions sur l'amont jusqu'à en fait la finalisation du projet. C'est vrai que cette question de comment est-ce que je construis et que je réduis les temps de construction pour aussi réduire en fait les coûts et rentrer dans des épures là encore qui ramènent les prix vers de l'acceptabilité sociale, notamment pour les PME, PMI. Ça reste encore effectivement un combat, une bagarre, une lutte, je ne sais pas comment on dit, l'urbanisme c'est aussi effectivement un sport de combat. Et ces enjeux-là sont vraiment là aussi importants pour nous, que ce soit d'ailleurs sur des locaux d'entreprise ou du logement. On peut prendre quelques questions dans la salle, si vous avez quelques questions. Bonsoir. J'ai une question un peu technique sur l'aspect prix du foncier. Comment ont été calés les prix des fonciers publics? Parce que j'ai compris, alors je ne connaissais pas dans le détail la répartition, j'ai compris qu'il y avait des fonciers publics et des fonciers privés. On sait que le prix du foncier est un élément important dans les bilans. Est-ce que du coup comment la collectivité a-t-elle défini le prix du foncier? Est-ce que c'était par rapport à des estimations de domaine qui sont le plus souvent obligatoires, ou est-ce que ça a été calé ajusté en fonction de
du modèle économique, de prix de sortie, etc. Alors, je suis arrivée un mois avant le lancement. Donc, je suis arrivée en mai 2017 à la métropole. Le lancement de l'appel à projet s'est fait en juin. Donc, je n'ai pas présidé à ces réflexions. Je vais laisser Jérôme en parler bien plus précisément que moi. Donc, par rapport à votre question, donc les deux, mon capitaine. Hein, c'est-à-dire qu'effectivement, la métropole a acheté du foncier. Et donc, systématiquement, quand la métropole vend son foncier, elle se tourne vers la direction immobilière de l'État pour connaître en fait, les prix de son patrimoine. Mais on a travaillé avec le service aménagement économique de la métropole pour, à un moment donné, aussi mesurer les écarts. C'est-à-dire, finalement, est-ce qu'on est loin, trop loin ou loin, mais un peu proche de ce vers quoi on veut aller pour avoir de l'accession ou avoir de la cession, pardon, ou du loyer. Et tout le travail en fait au niveau de l'AMI et des ateliers, ça a été notamment à un moment donné de faire converger à la fois le contenu, la programmation, pour faire atterrir un certain nombre de propositions, mais aussi pour discuter des conditions financières. Et quand à un moment donné le projet trouve son équilibre et j'allais dire son sens en fait, il fait débat, j'aurais pas dire ça, il fait plus débat en jury. Si, bien sûr, ça fait toujours débat, mais il n'empêche qu'on trouve en fait, à un moment donné, le bon projet avec le prix de sortie. Est-ce qu'on est loin ou pas loin de nos objectifs? Ça varie. Ça varie. Comme le foncier, hein, puisque les fonciers n'ont pas tous les mêmes valeurs. Donc, est-ce qu'on peut dire, de manière un peu simpliste, qu'au final, le foncier et son prix ne sont pas des éléments finalement si complexes dans le montage du projet? Non, je dirais pas ça. Je dirais en fait qu'il faut accepter la complexité, parce que vous l'avez tous dit, ce sont des projets en fait à chaque fois éminemment complexes, et on est plutôt sur des points d'équilibre. Il n'y a pas en fait le foncier va baisser et je vais pouvoir sortir mon projet, ou le foncier est très haut et je vais sortir les mètres carrés qui correspondent à ce foncier. C'est à chaque fois des potentiomètres fins qui permettent à un moment donné, si je devais faire si je devais prendre une image musicale, donc trouver une enveloppe et une sonorité suffisante qui résonne en fait avec le territoire. Merci. Oui, bonsoir. Juste il y a le foncier, il y a le prix. On amène de la complexité, de la qualité dans les bâtiments. On a vu que les entreprises avaient des besoins. Il y a un prix auquel ça doit se rencontrer, ou pas. Et on sait que les entreprises, et notamment les PME, ont beaucoup de problèmes de trésorerie, de financement, etc. La question, est-ce qu'il y a un marché en fait, pour un peu plus haut de gamme et un peu plus complexe que la boîte en métal qu'on leur propose? Par exemple, est-ce que Nexity sent un potentiel de marché? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous pouvez vous engager éventuellement dans les années à venir? Oui, sans aucun doute. Sans aucun doute, parce que, comme on l'a rappelé, ce vivier d'entreprise est quand même extrêmement important pour nous aussi. Hein. C'est des gens qu'il faut qu'on apprenne à suivre, à servir. D'où le mot service, hein, c'est vraiment à quoi on sert. Le potentiel des entreprises, il est là. Hein, il est dans ces TPE, PME, dans vraiment cette typologie de chefs d'entreprise qui ont vraiment la force et l'énergie. Et quand on regarde bien les innovations où elles se passent, c'est beaucoup plus dans ce genre de petites boîtes, start-up ou scale-up. Maintenant, il y a le mot un peu au-dessus. Donc c'est des choses c'est un marché vraiment intéressant, mais à condition, bien sûr, et c'est ça où R apporte toute son épaisseur, son intérêt pour nous, où on apprend à les rencontrer, à les écouter, je dirais presque à les découvrir, parce que jusque-là, on n'avait pas idée que c'était aussi vaste et aussi important. On travaille avec la Chambre des métiers sur nos sujets pour justement caler et calibrer cette offre de service, en tout cas, commencer à être pratico-pratique. Et les chiffres qui sont sur la table sont juste impressionnants. J'imaginais pas que c'était à ce point. Voilà. Donc il y a un marché. Ouais. Et je pense que s'il y a R2, R3,
il y aura toujours de quoi remplir les immeubles. Après, je pense que les réponses étaient très différentes. Il n'y a pas eu que des réponses où il y avait, comme celle que Nexity a apportée, des services nouveaux. C'est sûr qu'on voit bien que s'il y a des services un peu mutualisés, il y a aussi des coûts qui peuvent disparaître parce qu'on a moins besoin de surface, puisqu'on a des espaces pour potentiellement avoir des postes en plus, ou parce qu'il y a des salles de réunion qui sont communes, et que beaucoup d'opérateurs immobiliers, dans le tertiaire notamment, essayent de regarder comment le coworking apporte des réponses à des besoins tertiaires, de salles de réunion, de postes de passage, qui finalement deviennent des coûts dans un loyer, puisque ça existe de fait dans le besoin. Mais il n'y a pas eu que ça, il y a eu aussi des réponses plus classiques sur les types de produits, avec des niveaux de loyer qui étaient conformes. Je pense qu'au-delà de... Alors bien sûr qu'un peu plus de qualité, ça a toujours un coût, mais voilà, est-ce qu'il est vraiment significatif? Parce que finalement, parfois des opérateurs qui ne faisaient pas forcément avec cette qualité arrivent à des niveaux de loyer proches de ce qu'ils ont annoncé. Donc je pense qu'il y a aussi une question de démarche, de travail qui nécessite un peu d'être questionné. Et par rapport à la question sur le foncier, c'était aussi une des réponses attendues des opérateurs, le prix de charge foncière, là c'est par rapport à la première question de tout à l'heure, mais c'était un critère parmi d'autres, il y avait 6 ou 7 critères, donc c'est pas celui-ci qui était déterminant du choix. Donc là aussi, parfois le petit delta sur le foncier qu'accepte la collectivité pour porter un projet plus ambitieux peut faire la différence dans le bilan économique global. Juste ajouter que dès lors qu'on regarde ces projets-là autrement que comme des produits qu'on vient poser sur un terrain, mais comme un projet, en fait, on se rend compte qu'on a des marges de manœuvre qui sont très peu exploitées, notamment autour des VRD, qui sont souvent une charge très lourde, et que finalement, oui, il y a des marges qui, finalement, sur le lotissement d'activités ne sont pas du tout exploitées. Juste effectivement aussi sur un petit mot sur le prix du foncier. L'originalité qu'on a proposée, c'était effectivement de densifier la surface construite pour répondre à cette problématique du foncier. Bien sûr, les locaux d'activité, si on peut toujours trouver foncier moins cher, mais à quel prix? C'est-à-dire des kilomètres, loin des clients, loin des salariés, beaucoup de gênes, beaucoup d'inconvénients. Et finalement, une entreprise qui se rapproche du cœur du réacteur, elle gagne quelque chose parce qu'elle fait partie donc, de cet écosystème qu'est la ville. Donc l'originalité, c'était aussi d'augmenter la surface plancher et faire des étages. Voilà. Ça, c'était en tout cas notre réponse à la question. On peut prendre encore une ou deux questions, parce qu'apparemment la règle du jeu, le principe, c'est de toute façon de finir avec un moment convivial, c'est ça. Voilà, c'est le 308, c'est le message. Voilà. Et donc on peut prendre encore une ou deux questions, puisqu'on s'approche des 20 heures. Bonjour. Oui, donc Gaël Cohn, la Chambre de métier, justement. Juste pour dire que la démarche R, je trouve que l'intérêt principal, c'est peut-être pas tant de s'intéresser à la demande des entreprises, mais plutôt ce qu'on évoquait, aux besoins. Dans le sens où, effectivement, je pense qu'en termes de prix, les entreprises trouveront toujours moins cher en périphérie. Et effectivement, on a des boîtes qui disent, bon, en termes de prix, si c'est pour avoir une boîte, moi je préfère avoir une boîte à l'extérieur. Par contre, là où elles ne répondent pas à leurs propres besoins en acceptant ça, c'est qu'ensuite, elles vont refuser de prendre des clients sur Bordeaux, elles vont se retrouver dans les bouchons, et au final, leurs charges, elles n'auront pas forcément diminué. Et je pense qu'un des enjeux, c'est effectivement peut-être que le taux d'effort immobilier soit important, mais peut-être que le reste des charges puisse diminuer. Donc ça, c'est un challenge. Et c'est dans ce sens-là où il ne faut pas penser qu'immobilier, mais il faut aussi penser service autour de l'immobilier. Et ensuite, pour parler de l'artisanat, l'artisanat, c'est quand même des activités de proximité. Donc en soi, c'est un mauvais plan de s'éloigner du client et de s'éloigner des centres. Donc de toute façon, la question des charges foncières, c'est pas demain la veille qu'on va avoir des prix des terrains qui vont diminuer. Donc effectivement, je pense que les entreprises vont devoir aussi évoluer dans leur façon de
il y a deux choses. Elles vont devoir évoluer dans leur façon d'utiliser l'immobilier, et en même temps, il va falloir leur proposer des solutions innovantes. Et c'est dans ce sens-là que regrouper des entreprises dans un même lieu dense, on peut retrouver des économies à développer. Mais pour prendre un cas concret, à la Chambre métier, on a par exemple des artisans qui sont parfois des artisans d'art qui ont besoin de locaux commerciaux et de locaux de production. On se retrouve avec des boîtes type brasserie, chocolaterie, etc., qui nous disent nous, on a besoin d'avoir par exemple 200, 250 mètres carrés dans un axe très passant où je peux faire de la production et accueillir des clients. Ça, c'est extrêmement compliqué en termes de niveau de prix. L'entreprise ne peut pas se le payer. Donc, à un moment, je pense aussi que les entreprises vont devoir, un moment, dans leur organisation aussi, peut-être avoir un espace qui est plutôt, on va dire, de fabrication et de production qui peut être, lui, un peu mutualisé ou dans un espace dense. Et ensuite, potentiellement, avoir une boutique éphémère ou un lieu vraiment point de vente très ciblé dans l'hypercentre pour se rapprocher des clients. Ou alors, peut-être que dans l'espace collectif, on peut prévoir à un moment un espace de réception, d'événementiel où on peut présenter ses produits. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a à la fois, par la densification, une évolution, je pense, des entreprises à attendre, et en même temps, nous, à devoir se challenger pour proposer des nouvelles combinaisons services plus immobiliers. Donc l'avenir, c'est de boire des bières en choisissant sa plomberie. Enfin, si je fais la synthèse en fait de ou avec son plombier. Mais effectivement, en un mot, écosystème d'entreprise, c'est vraiment c'est quelque chose qui résume bien l'objectif qu'on doit avoir. Et je remercie la Chambre de métier pour son éclairage. Une petite question par rapport à votre projet sur Côte-de-Garonne. Donc, comme l'a dit la Chambre des métiers, on se rend bien compte que pour rester en ville, une des réponses, c'est la densification de ces projets économiques. Et j'avais une petite question sur le coût de construction dans cette équation du bilan au final. Est-ce que c'est un peu la provocation, est-ce que le coût de construction il est vraiment moins cher dans la densité quand on parle d'activité économique avec des structures, des charges importantes pour permettre justement des hauteurs sous plafond qui permettent cette souplesse dans l'évolution du bâtiment? Certainement pas. On ne peut pas comparer la fameuse boîte 4 murs en tôle avec un toit, mais ce n'est pas l'objectif, encore une fois. L'idée, c'est de rationaliser déjà les surfaces, de mutualiser. Donc, ces deux mots étant importants financièrement. Donc, ce qu'on va chercher, ce n'est pas construire moins cher, c'est apporter de la qualité et apporter une réponse aux besoins de l'entreprise. Et c'est là où l'entreprise, si on sait lui répondre, si on sait lui amener une clientèle, si on sait lui amener une adresse, là, Gaël parlait effectivement de ces entreprises qui ont besoin d'avoir une certaine clientèle autour d'elles. Je vous rappelle les trois règles de l'immobilier, l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Donc, quand on a dit ça, le coût, le prix, tout ce que l'immobilier représente dans un bilan d'exploitation d'une entreprise est quand même relativisé par ce qui rentre dans la caisse de l'entreprise. Donc, nous, l'idée, c'est pas tellement d'appauvrir nos clients, c'est de les enrichir. Et les enrichir avec une augmentation. On doit servir de catalyseur à leur business. Si ce n'est pas le cas, ils ne viendront pas. Et c'est très bien pour elles. On n'a pas non plus la prétention de pouvoir plaire à tout le monde. Mais les entreprises qui peuvent très bien travailler ensemble, qui peuvent avoir un intérêt à être ensemble, c'est là où ça nous intéresse. Petit exemple, mais qui n'est pas... C'est pas nous qui l'avons inventé. Il y a des menuisiers aujourd'hui qui se mettent ensemble pour acheter la machine que tout seul ils ne pourraient pas acheter. Par contre, avec cette machine mutualisée, ils vont pouvoir répondre à leurs clients de manière plus efficace, plus rapide, moins chère, compétitive. Donc, ils gagnent des clients. Et c'est ce gagnant-gagnant qu'on veut mettre en place. Mais un gagnant-gagnant où tout le monde gagne, pas où c'est un gagnant-gagnant où tout le monde fait une petite place à l'autre pour essayer d'être avec lui. On veut être vraiment un catalyseur. Et alors, c'est pas par un coût de construction moins cher qu'on y arrivera, c'est pas l'objectif. Mais en mettant plus d'entreprises sur le même site, il y a plus d'entreprises qui vont profiter d'un bon site
Et c'est là où il y a la force du concept fonctionne. Je ne sais pas si c'est clair. Alors, la ultime question. Normalement, il n'y en a pas. Hein. Écoutez, je vous remercie. Je voudrais remercier l'ensemble des intervenants pour la clarté de leurs propos et leurs convictions aussi, tous et toutes. Et puis, on s'arrête là et on peut poursuivre les échanges, à moins que le 308 conclue par un petit mot de... Non, je crois qu'on n'a rien à rajouter. L'idée, c'est d'aller boire un verre tous ensemble et puis voilà, de pouvoir prolonger ces débats dans la convivialité. Merci à tous.